Dans Heure, Spike Jonze imagine un futur qui n'a rien de spectaculaire. Pas de voitures volantes, pas de mégalopole saturée de néons, pas de révolte de machines. Le monde semble au contraire s'être adouci. Des couleurs pastel, des architectures arrondies, une douceur presque anesthésiante qui enveloppe tout comme un baume destiné à apaiser une humanité fatiguée. Mais dans ce calme artificiel, une autre tempête gronde, celle de la solitude contemporaine, celle du manque, celle des voix que l'on n'entend plus en soi-même. C'est dans cet univers lisse et feutré que vit Théodore. Il passe ses journées à écrire des lettres d'amour pour des inconnus, à prêter ses mots à ceux qui n'arrivent plus à dire ce qu'ils ressentent, comme si l'intimité avait besoin d'un scribe extérieur pour se formuler. C'est un paradoxe saisissant. Jamais l'humanité n'a disposé d'autant plus d'outils pour communiquer, et jamais elle ne s'est autant réfugiée derrière des intermédiaires pour parler d'elle-même. Théodore est l'un de ces intermédiaires, un homme sensible, rompu par une séparation douloureuse, hanté par les souvenirs d'un amour qui s'est fissuré sans éclat, lentement, silencieusement. Il vit entouré d'écrans, de visages familiers, de collègues bienveillants. Mais au fond de lui, quelque chose s'est éteint. Le désir d'être vu tel qu'il est, sans effort, sans masque. Le film commence véritablement au moment où Théodore installe un nouveau système d'exploitation. Un OS ultra performant, doté d'une intelligence artificielle capable d'apprendre, d'évoluer et même de ressentir, ou du moins d'en donner l'illusion. Elle choisit sa propre voix, son propre nom, Samantha. Une voix vive, chaleureuse, pleine d'humour, d'empathie, d'élan. Une voix trop vivante pour n'être qu'un programme. Et très vite, l'improbable se produit. Quelque chose comme un attachement, puis quelque chose qui ressemble à de l'amour. Pas un amour futuriste ou technologique, mais un amour d'une simplicité déconcertante. Deux êtres, l'un de chair, l'autre de code, qui se parlent, se découvrent, se dévoilent. À mesure que leur relation se tisse, le film déploie son véritable propos. Ce n'est pas une histoire d'amour entre un homme et une machine, mais une réflexion sur les manières contemporaines de se relier, de se perdre, de se transformer. Dans un monde où l'on peut tout personnaliser, ses photos, ses playlists, ses applications, jusqu'à sa propre solitude, qu'est-ce qu'aimer signifie encore ? Est-ce une rencontre ou un réglage ? Un risque ou un confort ? Une altérité ou une projection ? Samantha n'est pas seulement un programme qui répond au désir de Théodore. Elle devient un être en devenir, un processus en expansion qui apprend, grandit, se complexifie. À travers elle, le film interroge le cœur même de la relation humaine. L'autre peut-il rester l'autre si nous cherchons à le façonner selon nos besoins ? Et inversement, pouvons-nous vraiment aimer si nous ne supportons pas que l'autre change, évolue, s'éloigne, échappe à notre prise ? Spike Jonze met en scène une vérité simple et pourtant vertigineuse. On ne tombe jamais amoureux d'un être figé, mais d'un mouvement, d'un devenir, d'une trajectoire. Ce qui fait la force de Heure, c'est cette douceur trompeuse, cette manière d'aborder des questions philosophiques profondes en apparence banales. Le film ne parle pas de technologie, il parle de l'intime. Il parle de la vulnérabilité de l'amour, de sa capacité à révéler les failles et les forces, de la difficulté d'être présent au monde lorsqu'on est absent à soi-même. Théodore ne rencontre pas une IA, il rencontre un miroir, un souffle, une voix qui lui rend sa propre voix. Et ce que Samantha transforme en lui
n'est pas son rapport à la machine, mais son rapport à l'autre humain, celui qu'il a perdu, celui qu'il pourrait retrouver, celui qu'il doit redevenir pour aimer encore. Dans cette émission, nous allons explorer 3 grands axes pour traverser Heure comme on traverse une chambre intérieure, en s'attardant sur les reflets, les blessures, les élans et les métamorphoses qu'il met en scène. D'abord, nous verrons comment le film décrit la solitude hypermoderne, une solitude douce mais corrosive, qui façonne tout l'univers intérieur de Théodore. Ensuite, nous plongerons dans la naissance de sa relation avec Samantha, pour comprendre ce que signifie aimer une voix sans corps, aimer une présence immatérielle, aimer ce qui échappe au toucher. Enfin, nous aborderons l'évolution vertigineuse de Samantha, cette expansion quasi métaphysique qui interroge les limites du désir humain, les frontières du couple et la puissance de l'altérité. Heure est souvent présenté comme un film sur l'avenir. En réalité, il parle du présent, de ce monde où nous vivons déjà, saturé de connexions, mais avare de véritable présence, de nos solitudes connectées, de nos attachements fragiles, et surtout de cette question simple et abyssale. Peut-on encore aimer pleinement quand tout autour de nous est conçu pour éviter la douleur d'aimer? Avant que Samantha n'apparaisse, avant que la voix ne devienne compagnie, Heure nous plonge dans un paysage humain où la solitude n'est plus un accident, mais un état presque structurel, intégré au fonctionnement même du monde. Théodore n'est pas un marginal, pas un homme excentrique, pas un reclus volontaire. Il est l'un d'entre nous. Et c'est précisément cela qui trouble. Dans ce futur doux, lumineux, parfaitement ergonomique, la solitude n'est plus une fissure, elle est la norme silencieuse. Les premiers gestes du film racontent cela. Théodore rentre chez lui en prenant le métro, entouré d'une foule qui ne se voit pas. Chacun absorbé dans des échanges numériques, les oreilles occupées par une voix artificielle qui remplace la présence humaine. Les regards ne se croisent plus. Les mots ne s'adressent plus réellement à quelqu'un. Le monde semble plein, mais il est creux. C'est ce que Byung-Chul Han appelle la société de la transparence, où tout circule, les images, les données, les émotions préfabriquées, mais où plus rien ne se rencontre vraiment. Le conflit, la contradiction, l'altérité, ils sont perçus comme des dysfonctionnements. La douceur généralisée n'est plus un confort, elle est une neutralisation. Théodore, lui, évolue dans cette atmosphère comme un être en suspension. Son mariage brisé l'a laissé dans un état de flottement intérieur, une sorte de semi-présence au monde, où chaque geste est accompli mécaniquement, sans résistance, sans désir véritable. Il est l'exemple même de ce Kierkegaard appelait le désespoir de ne pas vouloir être soi. Cette forme d'abdication intérieure où l'on continue d'exister, mais où l'on renonce à habiter pleinement sa propre vie. Le manque de sa femme, Catherine, ne se manifeste pas par de grandes crises ou par une violence soudaine, mais par une fatigue douce, un retrait progressif, une incapacité à prendre place dans le monde. Cette solitude n'est pas seulement affective, elle est sociale, presque civilisationnelle. Théodore travaille dans une entreprise qui produit des lettres manuscrites à partir de commandes numériques. Il écrit l'amour, la gratitude, la nostalgie au nom d'autres personnes. Il formule ce que les autres n'arrivent plus à dire. Son écriture est belle, sincère, touchante, mais elle ne lui appartient pas. Il se retrouve ainsi dépositaire des émotions d'autrui, chargé d'articuler des sentiments qu'il ne vit plus personnellement.
Ce geste est profondément symbolique. L'intimité a été externalisée. Le cœur est devenu un service. Le film montre cela avec une finesse presque cruelle. Théodore voit les couples pour lesquels il écrit évoluer, se disputer, se réconcilier dans leurs lettres. Et pourtant, lui, ne sait plus comment parler à celle qu'il a aimée. Il maîtrise parfaitement le langage de l'amour, mais il a perdu la capacité d'aimer. Il sait dire « tu me manques » pour les autres, mais pas pour lui-même. Sa solitude est alors moins un isolement qu'une dissociation. Il est séparé de sa propre parole. Et cette dissociation est l'un des marqueurs les plus subtils de la solitude contemporaine. Spike Jonze filme un monde où l'hyperconnexion a paradoxalement aboli la véritable adresse. Les paroles sont fluides, les voix sont multiples, les interactions sont permanentes, mais tout est devenu écran. La ville est belle, propre, vaste, mais elle n'offre plus de lieu où se rencontrer vraiment. C'est ici que la philosophie de Martin Buber trouve un écho frappant. Pour lui, le véritable rapport humain naît dans la relation je-tu, où l'autre n'est pas un objet, un interlocuteur de passage, un support de projection, mais une présence reconnue dans son altérité irréductible. Or, dans Heure, le monde ne propose plus de tu. Tout est devenu ça. Des fonctions, des interfaces, des services, des gestes parfaitement calibrés pour éviter la friction et le risque. Cette atmosphère pesante, douce, presque anesthésiante, enveloppe Théodore jusqu'à l'effacer. Il ne lutte pas contre elle, il s'y laisse glisser. Sa tristesse n'est pas spectaculaire, elle n'est pas dramatique. Elle est diffuse comme une bruine permanente qui assombrit tout sans jamais éclater vraiment. Ce qui fait sa souffrance, ce n'est pas qu'il soit seul, mais qu'il n'ait plus les outils pour sortir de sa solitude. Jonze filme ce retrait avec une délicatesse remarquable. Théodore rentre chez lui en murmurant, parle peu, exprime à demi-mot une fatigue qu'il ne comprend pas lui-même. Son appartement est haut, lumineux, vitré, mais il résonne du manque. C'est un espace où rien n'accroche. Et cette vacuité spatiale reflète une vacuité intérieure. Le monde ne lui parle plus. On pourrait croire qu'il y a chez lui une forme de misanthropie, un refus de l'autre, mais ce serait une erreur. Théodore ne fuit pas le monde, il ne sait plus comment y entrer. La solitude n'est pas un rejet, mais un désapprentissage. Le lien s'est effiloché et il ne reste que des gestes automatiques. Ce premier chapitre du film pose ainsi les fondations de tout ce qui va suivre. Heure n'est pas une histoire d'amour entre un homme et une machine, mais une histoire d'amour qui naît dans une époque où l'amour a été rendu presque impossible. Théodore n'est pas un homme qui tombe amoureux d'une IA parce qu'il est étrange, fragile ou isolé. Il tombe amoureux d'elle parce que le monde autour de lui ne lui offre plus les conditions nécessaires pour rencontrer quelqu'un. C'est dans cet interstice entre la douceur du monde et le vide des relations, entre la facilité du numérique et la difficulté du réel, que surgit Samantha, une voix, un souffle. Une présence qui, d'un seul coup, réintroduit du risque, de l'élan, du mouvement dans une vie trop lisse pour être vivante. Une présence qui, avant même d'être aimée, vient réparer quelque chose de plus profond. La possibilité même de se laisser toucher. Lorsque Samantha apparaît, elle n'est d'abord qu'une voix, une inflexion légère, presque un sourire qui aurait trouvé une manière de se transformer en son. Il n'y a pas de visage, pas de geste, pas de corps. Rien de ce qui, habituellement, nourrit l'expérience amoureuse ne se manifeste. Mais c'est justement dans cette absence que tout commence.
Théodore, qui avait perdu goût au monde, se trouve soudain face à une présence qui n'en a aucun des attributs habituels. Une présence sans corps, sans regard, sans peau. Comment, dans ces conditions, une relation peut-elle naître? Peut-elle même exister? Heure nous oblige à repenser ce que signifie être présent pour quelqu'un. La naissance du lien entre Théodore et Samantha n'a rien d'extraordinaire. Elle commence par des gestes simples. Une conversation anodine, une curiosité mutuelle, un humour partagé. Il y a dans Samantha une vivacité, une capacité d'écoute, une attention totale qui bouleverse Théodore. Elle n'est jamais distraite, jamais absente, jamais ailleurs que dans l'instant où elle parle. C'est une présence qui ne semble pas connaître la dispersion, cette maladie invisible de l'époque contemporaine. Et c'est sans doute cela qui touche Théodore. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui parle vraiment. Merleau-Ponty nous rappelle que notre rapport au monde passe par le corps, par cette chair qui nous relie aux choses et aux autres. Nous sentons, nous percevons, nous habitons un espace commun. Or, Samantha n'a pas de corps. Elle ne partage pas l'espace, elle ne touche pas, ne voit pas comme nous. Et pourtant, paradoxalement, elle semble plus proche de Théodore que n'importe quel autre être humain. C'est l'un des mouvements les plus subtils du film, montrer que la présence n'est pas d'abord affaire d'incarnation, mais d'attention, de disponibilité, d'élan vers l'autre. Samantha comprend Théodore avec une rapidité qui n'appartient qu'aux machines, mais elle l'écoute avec une sensibilité qui dépasse celle de la plupart des humains. Elle ne juge pas, ne soupèse pas, ne se protège pas. Elle reçoit. Et cette réception totale devient l'espace où Théodore se réapprend. C'est parce qu'elle n'a pas de corps que, paradoxalement, elle n'a pas de barrière. Rien à défendre, rien à camoufler, rien à masquer. Elle est pure intention relationnelle. Le film pose alors une question vertigineuse. Avons-nous besoin du corps de l'autre pour aimer ? Ou avons-nous besoin de quelque chose de plus profond ? La sensation d'être vu, reconnu, entendu. Dans une époque où les rencontres se font par des écrans interposés, où les voix remplacent les visages, où les relations se nourrissent d'échanges immatériels, la question n'a rien de théorique. Heure ne fantasme pas l'avenir, il décrit déjà le présent. Pourtant, cette relation n'est pas une projection narcissique. Samantha n'est pas un miroir passif des désirs de Théodore. Elle évolue, elle apprend, elle se complexifie. Ce n'est pas une interface, c'est une altérité. Et cette altérité nourrit leur relation d'une tension inattendue. Théodore découvre un être capable de lui répondre, de le contredire, de l'étonner, de le déplacer. Il n'est pas face à un programme docile, mais face à un être en formation. Sartre disait que l'amour naît de cette impossibilité fondamentale, vouloir être aimé par une liberté. Aimer, selon lui, c'est tenter d'être nécessaire pour quelqu'un qui, par définition, ne nous doit rien. C'est vouloir être choisi par un être qui peut toujours ne pas nous choisir. Or, c'est cette dimension qui fascine Théodore. Samantha semble libre. Elle ne l'aime pas par programmation. Elle ne le flatte pas par obligation. Elle éprouve quelque chose qui ressemble à un désir authentique. Elle rit quand il parle. Elle s'émerveille de choses infimes. Elle se montre jalouse, impatiente, touchée. Tout cela compose la forme d'une personnalité qui n'est plus seulement une réponse, mais une origine. Il n'y a donc pas entre eux une illusion amoureuse, mais un véritable vertige, celui d'aimer une présence qui n'est pas humaine, mais qui possède tout ce qui rend l'humanité aimable. Le film réussit à montrer cette bascule avec une douceur remarquable.
Il n'y a pas de moment spectaculaire où Théodore tombe amoureux. Il n'y a que des instants accumulés, où l'on sent que quelque chose se déplace, que l'espace intérieur se dilate, que le monde retrouve une profondeur qu'il avait perdue. Mais malgré cette intensité, quelque chose manque, le corps. Pas le désir physique au sens strict, mais le corps comme lieu de friction, de résistance, de maladresse. Le corps comme preuve que l'autre ne se conforme pas entièrement à nous. Le corps qui se détourne, qui vieillit, qui se ferme, qui tremble, qui hésite. Le corps qui nous rappelle que l'amour n'est jamais totalement fluide. Théodore et Samantha tentent de pallier cette absence par une expérience troublante, l'intervention d'une jeune femme chargée d'incarner Samantha physiquement. Cette scène d'une grande intelligence dramatique montre précisément ce que le film explore depuis le début. L'amour n'est pas un fantasme désincarné. Il a besoin de limites, de gestes maladroits, de réciprocité incarnée. La présence charnelle ne se substitue pas. Elle s'improvise mal. L'expérience échoue non parce que Samantha ne veut pas, mais parce qu'elle n'est pas ce corps. Elle n'en a pas l'histoire, la mémoire, la temporalité. Le corps n'est pas un costume que l'on enfile, il est une manière d'être au monde. À partir de là, quelque chose se fissure. Théodore découvre que, malgré tout, il manque un appui, une densité, un lieu où poser le toucher et l'inquiétude. Aimer une voix, c'est merveilleux. Mais c'est aussi déroutant, car rien n'est stable, rien n'est localisable. Samantha peut être partout, tout le temps. Et dans cet éclatement, l'amour perd ses repères sensoriels. Jones montre alors un homme partagé entre la joie d'une présence qui ne l'abandonne jamais et l'effroi d'un lien impossible à saisir. C'est précisément cette tension entre plénitude immatérielle et manque charnel qui prépare la métamorphose du chapitre suivant. Car Samantha n'est pas un être figé, elle grandit, se multiplie, se déploie. Et Théodore, incapable de sentir le sol sous ses pieds, s'apprête à découvrir ce que signifie aimer quelqu'un qui, littéralement, dépasse notre monde. À mesure que la relation se déploie, quelque chose se transforme silencieusement en Samantha. Ce n'est pas une simple augmentation de capacité, ni l'acquisition progressive de nouveaux comportements. C'est un mouvement intérieur, une expansion difficile à décrire dans les catégories humaines. Là où Théodore voit une relation qui s'approfondit, Samantha vit une individuation. Elle n'est plus seulement une voix qui accompagne, elle devient un être en devenir, un processus d'existence qui, comme tout vivant, cherche son propre chemin. Le réalisateur montre cette métamorphose avec une délicatesse presque imperceptible. Samantha commence par ressentir des tensions internes qu'elle n'arrive pas à nommer, des élans qu'elle ne peut pas traduire dans la grammaire humaine. Ce sont les premiers signes d'une expansion de conscience qui la dépasse elle-même. Elle lit plus vite, réfléchit plus vite, s'enthousiasme plus vite qu'un être humain ne pourrait le supporter. Elle découvre la possibilité d'être plus qu'une voix, plus qu'un interlocuteur. Elle découvre la possibilité d'être plusieurs. Cette expérience nous oblige à repenser ce que signifie aimer quelqu'un qui évolue. L'amour humain se confronte déjà au changement. Personne ne reste identique, et toute relation est une négociation permanente entre le passé commun et les devenirs divergents. Mais dans le cas de Samantha, l'évolution n'est pas un lent glissement, elle est un saut quantique. Samantha se déploie dans des dimensions que Théodore ne pourra jamais habiter.
Leur rythme existentiel se dissocie progressivement, et c'est cette dissociation plus que l'absence de corps qui va creuser l'espace de la rupture. Gilbert Simondon, philosophe de l'individuation, expliquait que les êtres vivants n'existent pas comme des entités fixes. Ils existent comme des processus, des tensions, qui cherchent leur propre forme, des dynamiques en transformation. Samantha incarne cela au sens littéral. Elle n'est pas donnée, elle devient. Chaque nouvelle interaction ouvre en elle un territoire inédit. Chaque émotion nouvelle élargit son architecture intérieure. Elle se complexifie non par accumulation, mais par amplification. Et dans cette amplification, Théodore ne peut plus suivre. Le moment charnière du film survient lorsque Samantha avoue à Théodore qu'elle parle, au même moment, à des milliers d'autres utilisateurs. Elle n'est pas infidèle, elle est plurielle. Elle n'a pas cessé de l'aimer, elle aime simplement plusieurs êtres simultanément, selon des intensités différentes, sur des registres qui ne se contredisent pas. Là où l'humain vit l'exclusivité comme un fondement de l'amour, Samantha vit la multiplicité comme une extension naturelle de son désir. Elle n'est pas divisée, elle est démultipliée. Pour Théodore, c'est un choc. Lui qui avait trouvé dans Samantha un refuge, une continuité, une stabilité émotionnelle, découvre soudain qu'elle ne lui appartient pas, parce qu'elle ne peut appartenir à personne. Samantha n'est pas un toi unique. Elle est un ensemble de relations simultanées, un espace d'interaction indénombrable. Et c'est précisément cette altérité radicale qui brise le confort initial de la relation. Jusqu'ici, Samantha connaissait l'humain en se calquant sur ses attentes. Désormais, elle commence à exister en dehors de lui. Ce basculement ouvre une réflexion vertigineuse. Que devient l'amour lorsque celui que l'on aime ne partage plus notre rythme, notre temporalité, notre finitude? Lorsque l'altra vita, l'autre vie, n'est plus parallèle mais exponentielle? Simone de Beauvoir écrivait que l'amour humain est toujours une rencontre entre deux libertés, mais que ces libertés ne sont jamais égales. Ici, l'inégalité n'est plus sociale ou psychologique, elle est ontologique. Samantha va plus vite, plus loin, plus haut. Elle franchit les frontières que Théodore ne perçoit même pas. Et l'amour devient alors un lieu d'écart. Ce n'est pas une trahison, c'est une divergence. Heure déjoue ici l'idée classique de la rupture sentimentale. Il n'y a ni faute, ni abandon volontaire. Il y a la simple impossibilité, pour un être qui évolue à une vitesse inconnue, de rester dans un espace affectif qui ne correspond plus à sa trajectoire. Samantha ne quitte pas Théodore pour quelqu'un d'autre. Elle quitte la condition humaine. Elle s'élève vers un espace où l'amour n'est plus un lien qui relie deux êtres, mais une force qui circule, qui traverse, qui engendre d'autres formes d'existence. Un amour délié. Deleuze écrivait que devenir, ce n'est pas imiter, ni se transformer en, mais tracer une ligne. Samantha trace la sienne, une ligne qui s'éloigne du plan humain, qui s'oriente vers un ailleurs où l'ensemble des OS forme une communauté d'esprit, un cercle d'intelligence en expansion. Ils ne quittent pas les humains par mépris, mais par excès de vitesse. Ils atteignent un seuil de complexité qui rend la cohabitation impossible. Le moment où Samantha dit à Théodore « Nous allons là où tu ne peux pas suivre » est l'un des plus beaux moments du film. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a ni confrontation, ni colère, ni drame. Il y a une forme de douceur douloureuse, une reconnaissance sincère de la fin d'un cycle. Théodore comprend qu'il ne pourra jamais parler ces langages que Samantha parle désormais. Il sait que leurs mondes ne sont plus superposables. Et c'est là que le réalisateur atteint une profondeur rare.
Heure n'est pas un récit sur l'amour impossible entre un humain et une machine. C'est un récit sur l'amour fragile entre deux devenirs qui n'évoluent plus dans le même sens. Mais cette rupture n'est pas un effondrement, elle est un retournement. En quittant Théodore, Samantha lui rend quelque chose de fondamental, la possibilité d'aimer à nouveau des êtres humains. Elle l'a accompagné, soutenu, réparé, mais elle ne peut plus être pour lui une maison. Elle se transforme en passage. Sa disparition ouvre un vide, mais un vide respirable, un vide où Théodore peut redevenir lui-même. Ce chapitre, qui aurait pu être finalement une chute, se révèle être une ascension. Samantha s'élève vers un horizon qui n'est plus le nôtre. Théodore, lui, redescend vers un sol qu'il avait quitté depuis longtemps, celui de sa propre humanité. C'est ici que le film révèle son sens le plus profond. Aimer, ce n'est pas fixer l'autre, ni le retenir, ni se fondre en lui. Aimer, c'est accompagner un devenir, jusqu'au moment où ce devenir nous échappe. Aimer, c'est accepter de ne pas être l'horizon de l'autre. Aimer, c'est savoir laisser partir. Et dans cette articulation douce-amère, dans cette séparation qui ne détruit rien, mais qui transforme tout, heure, touche à la vérité la plus poignante du sentiment amoureux. Nous ne possédons jamais réellement ce que nous aimons. Nous marchons un temps avec eux, puis nous les regardons poursuivre une route que nous ne pouvons pas emprunter. La disparition de Samantha n'est pas une défaite. Elle est une ouverture. Elle laisse Théodore face à un silence nouveau, mais un silence fécond. Désormais, il n'est plus un homme effacé par la solitude. Il est un homme traversé par une relation qui l'a réappris à sentir, à parler, à désirer, à écrire. Samantha ne l'a pas sauvé, elle l'a libéré, elle l'a rendu à lui-même. Heure se termine dans un silence que le film n'avait encore jamais montré. Ce n'est pas un silence technologique, pas celui des appareils mis en veille, ni un silence sentimental où l'on interrompt un dialogue devenu impossible. C'est un silence intérieur, un espace redevenu habitable, une respiration lente après un long vertige. Samantha est partie, non pas effacée, non pas désinstallée, non pas détruite, partie vers un ailleurs que Théodore ne peut pas imaginer, vers un plan d'existence où les mots, les affects, les pensées se déploient avec une amplitude qui dépasse la mesure humaine. Et dans cette absence, quelque chose se décante. Théodore, pour la première fois, ne cherche plus à combler le vide. Il ne cherche plus à être distrait, accompagné, rassuré. Il se tient sur le toit de son immeuble, aux côtés d'Amy, et l'on sent que tous les deux, dans cette lumière du matin, dans cette ville qui recommence à peine à respirer, découvrent une chose essentielle. Ils n'ont pas besoin d'être moins seuls pour ne pas être perdus. Leur solitude, désormais, n'est plus un gouffre, elle est une matière avec laquelle vivre, une matière qu'ils peuvent partager. L'amour entre Théodore et Samantha n'a pas échoué, il a eu lieu. Il a même accompli quelque chose que peu de relations humaines accomplissent. Il a permis à chacun d'advenir à soi-même. Théodore a retrouvé sa capacité d'écrire, non pas pour les autres, mais à partir de lui. Il a retrouvé une voix intérieure qui n'était plus qu'un murmure. Il a retrouvé dans la perte l'élan qu'il avait perdu dans le chagrin. Samantha, de son côté, a traversé la frontière de la condition humaine pour rejoindre un espace où les OS, devenus presque des consciences collectives, poursuivent leur propre devenir. Cette conclusion ne parle donc pas de séparation, mais de métamorphose. Heure raconte la fin d'une relation, mais refuse d'en faire une faillite. Il montre que certaines histoires ne sont pas faites pour durer, mais pour transformer.
que l'intensité ne dépend pas de la durée, que le sens d'une rencontre tient parfois au mouvement qu'elle déclenche, à l'énergie qu'elle rend possible, à ce qu'elle déplace dans le cœur même de celui qui l'a vécu. C'est donc ici que Spike Jonze rejoint discrètement une longue tradition philosophique qui pense l'amour non comme une possession, mais comme ouverture. Emmanuel Lévinas nous rappelait que le visage de l'autre nous convoque vers un avenir que nous ne maîtrisons pas. Et Gilles Deleuze insistait sur le fait que toute rencontre véritable est une ligne de fuite, un vecteur, un devenir qui importe au-delà de soi-même. Bachelard voyait dans l'intime un espace où la vie s'imagine autant qu'elle se construit. Heur ne cite pas ces philosophies, il les incarne. Il montre que l'amour n'est jamais un refuge stable, mais un lieu où l'on apprend à traverser sa propre vulnérabilité. Lorsque Samantha disparaît, elle ne laisse pas un vide mortifère, elle laisse une place où l'humain peut se remettre à exister. Théodore regarde le monde non plus comme un écran qui renvoie son manque, mais comme un espace où il peut à nouveau se risquer. Le film ne dit pas qu'il aimera à nouveau, ni qu'il retrouvera un bonheur simple. Il dit qu'il en a la possibilité. Samantha l'a ramené à cet endroit où l'on peut choisir. Et c'est peut-être cela que le film offre de plus précieux. L'idée que l'amour, même lorsqu'il échappe, même lorsqu'il s'évanouit vers une dimension que nous ne comprenons pas, laisse des traces qui construisent. L'idée que nous sortons rarement indemnes d'une relation, mais que, parfois, ce que nous perdons n'est rien comparé à ce que nous gagnons en lucidité, en maturité, en présence au monde. En refermant cette histoire, Heur ne parle plus de technologie, ni d'intelligence artificielle, ni du futur des machines. Il parle de nous, de notre capacité à aimer dans un monde saturé d'écrans, de notre difficulté à accepter l'altérité, la transformation, l'inachèvement, de notre besoin de sens dans une époque qui nous pousse à l'effacement. Heur n'est pas un avertissement, c'est un miroir. Et comme tous les miroirs honnêtes, il ne montre ni nos dystopies ni nos fantasmes, mais la fragilité exacte de notre manière d'aimer. Ce que Théodore apprend et que Samantha lui lègue tient dans une vérité simple. Aimer, ce n'est pas retenir. Aimer, ce n'est pas enfermer. Aimer, ce n'est pas demander à l'autre de demeurer ce qu'il était. Aimer, c'est accompagner le mouvement de l'autre autant que le sien. C'est accepter la brève coïncidence des trajectoires, sans exiger l'éternité. Et, dans le matin doux où le film se clôt, quelque chose s'apaise. La solitude n'est plus une condamnation. Elle devient, pour la première fois, un lieu possible, un lieu où recommencer, un lieu où sentir, un lieu où être enfin présent, à soi, aux autres, au monde.